Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre magazine Synopsis, ce magazine de votre rédaction qui reçoit ce jour dans son numéro M. Norbert Yamba Yamba. Il est cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social et puis président de la nouvelle vision panafricaine. Avec lui, nous allons parler bien évidemment de l'actualité politique brillante de l'air. L'actualité aujourd'hui, c'est la rencontre entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, au cours de laquelle le président de la République a fait des déclarations qui concernent la situation politique du pays. Aussi, au cours de cette émission, nous allons parler de la démission du président de la Cour constitutionnelle, Benoît Lwamba, mais aussi les différentes manifestations constatées ça et là à travers la République démocratique du Congo. Bonsoir, M. Norbert Yamba Yamba. Bonsoir. D'entrée de jeu, comment voyez-vous le paysage politique congolais? Bon, d'abord merci pour l'invitation. Je suis très heureux que nous débattions des questions qui intéressent notre peuple. Parce que depuis un certain moment, on était en train de débattre sur questions qui étaient basées à l'échelle africaine. Oui. Maintenant là, nous sommes redescendus pour voir un peu ce qui se passe dans notre pays. Comment je vois? Je suis simplement en train de voir que nous sommes dans un processus de réforme et vous savez que les réformes s'opèrent entre des systèmes. Il y a d'une part l'ancien système qui a eu ses valeurs, qui a eu ses caractéristiques, qui a eu tout ce qu'il comporte comme comportement, attitude, état d'esprit, etc. Et aujourd'hui, c'est l'alternance. Il faut donc quitter cet ancien système vers un nouveau système qui construit de nouvelles alternatives, qui construit de nouvelles valeurs et qui voudrait que le comportement d'hier ne soit pas comme le comportement d'aujourd'hui, mutandis pour les attitudes ou l'état d'esprit. Et alors, maintenant, cela ne se fait pas de manière mathématique ou mécanique. Ça demande un peu plus d'efforts, un peu plus de sacrifices, que je considère comme des douleurs d'enfantement. Oui. Et donc, on est dans un processus de douleur d'enfantement pour que le nouveau système se stabilise, se cristallise et s'incruste naturellement dans les chefs de nos compatriotes. Et tout ce qu'on observe aujourd'hui, les différentes contradictions, les divergences des vies, etc., rentrent naturellement dans cette gestion des contradictions. Heureusement que nous avons un homme qui est très posé, très modeste, très humble, qui sait écouter ses compatriotes, quelles que soient leurs tendances, leurs sensibilités politiques, mais qui sait véritablement capitaliser toutes ces divergences d'opinion et orienter vers une direction qui puisse véritablement aider le Congo et les Congolais à se retrouver. Mais au cours d'une rencontre, je dirais, entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso, Félix Tshisekedi exclut toute idée de rupture de la coalition. Qu'en dites-vous? Pour deux raisons. La première raison, c'est que l'article 69 de notre Constitution soutient à ce que le président de la République est le président du Conseil des ministres et il est là à concertation presque permanente avec le Premier ministre pour lever les options, pour permettre à ce que véritablement les choses aillent de l'avant. Deuxièmement, vous connaissez la configuration et les défis qui sont les nôtres. La pauvreté la plus abjecte, etc. Il faut des décisions stratégiques sur le plan politique, économique, social. Et donc, aujourd'hui, c'est très clair que, bon, au niveau de l'Assemblée, j'allais dire le Parlement de manière générale, ce sont les gens du FCC qui sont majoritaires. Et puis, vous avez le président de la République qui est issu de l'opposition. Je vous ai dit que ce mariage
peut poser bien des problèmes. Mais lorsque on met de côté nos égos, lorsqu'on met de côté notre orgueil personnel et on voit la situation de notre peuple, toute synergie gagnante devient utile naturellement pour booster la République. Raison pour laquelle la coalition trouve véritablement son sens dans cette perspective où les uns et les autres pensent qu'en mutualisant les efforts, en travaillant ensemble, il y aura une intelligence très intelligible et cela va véritablement permettre à ce que le pays puisse avancer. Et le président de dire qu'on n'a pas de choix. Notre peuple est dans la pauvreté, nous avons un défi, travailler pour lutter contre cette pauvreté, remettre les institutions sur les rails, redorer le blason du Congo, reconstruire la crédibilité, restaurer la spiritualité authentique, et tout cela demande naturellement qu'on fasse des concessions de part et d'autre. Si on sait, on veut véritablement sauver le Congo et les Congolais. Et donc le président de la République, fidèle par rapport à sa vision de départ, qui est celle naturellement d'être ensemble avec nos frères du FCC, quelles que soient les difficultés de parcours, quelle que soit leur histoire très chargée, etc., par rapport à leurs prestations, etc. Mais bon, aujourd'hui, mettons le mal au frigo, voyons ce qui est positif et travaillons autour de ce qui est positif pour relever le défi. Et le vrai défi, c'est de lutter contre la pauvreté. Mais le souci du président de la République aujourd'hui, c'est de converger vers l'idéal. L'idéal, c'est-à-dire répondre aujourd'hui aux aspirations profondes du peuple. Mais de l'autre côté, on assiste aujourd'hui à des escales verbales. D'autre part, certains ministres bloquent les actions du chef de l'État. Faudra-t-il admettre aujourd'hui que la coalition FCC cache, je dirais, c'est un trompe-l'œil? Dans la stratégie de certaines personnes, c'est ça ce que ça donne comme vision, comme stratégie malsaine. Parce que j'entends certaines personnes dire que voilà, on vous a donné le pouvoir et puis vous ne faites rien. Et pire encore, ce sont les alliés de la coalition. Or, on oublie que nous sommes dans un système semi-présidentiel, j'allais dire le parlementarisme rationalisé, où le Premier ministre est redevable vis-à-vis du Parlement. Oui. Aujourd'hui, 65% des ministres sont du FCC. L'Assemblée nationale sur FCC. Le Sénat sur FCC à 90%. Toutes les provinces, j'allais dire les 26 provinces FCC, toutes les assemblées provinciales FCC, 1454 entités territoriales décentralisées FCC. Donc c'est le FCC qui se trouve à la fois à l'échelon national, provincial et local. Donc c'est le FCC en principe qui a le monopole de la gestion de la République. Alors moi, ça m'étonne beaucoup quand les gens du FCC qui sont en coalition avec nous pensent que bon, nous devons rendre compte, n'est-ce pas, en 2023 et nous endosserons. Ils n'ont pas tort parce que c'est le chef de l'État qui va répondre. Je m'excuse beaucoup. Oui. Attention, si tout le monde doit devenir comme des bébés sous biberon, tout le monde doit devenir des pseudo-chercheurs politisés. Tout le monde doit aller dans la récitation, dans la répétition sans tenir compte des dispositions qui nous régissent. Et là, ça devient un danger public, j'allais dire très gravissime. Comment le chef de l'État doit rendre compte au moment où le FCC, le Premier ministre qui rencontre au Parlement, c'est donc le Premier ministre du FCC, 65% du FCC. Je crois qu'aujourd'hui, puisqu'il est certes le président des responsabilités, ça c'est évident, c'est lui le président du Conseil des ministres, c'est comme ça qu'il se bat comme un fou pour qu'un certain nombre de résolutions, certaines options soient prises dans la perspective de répondre aux préoccupations de notre peuple. Mais écoutez, si nous ne jouons pas le franc jeu en 2023, c'est que ce soit le FCC, que ce soit le président de la République, et notre peuple est mature, il comprend bien quel est le rôle du président de la République dans un système comme celui-ci.
c'est qu'il y a celui qui endossera pleinement la responsabilité, et donc ça sera l'OFCC. Et l'OFCC a la responsabilité de jouer le franc jeu pour que les dividendes, véritablement, qui seront obtenus à la fin de ce mandat, soient des dividendes partagés entre l'OFCC et le cash. Et c'est ça que les gens ne veulent pas véritablement en entendre parler, imaginant que notre peuple est dans la naïveté, dans la résignation. Il ne comprendra pas parce que nous avons une culture où on ne donne la responsabilité qu'au roi. Et on croit que le Congo est géré par un roi, uniquement le roi qui doit tout faire. Raison pour laquelle, vous voyez, un peu presque partout, quand il manque de l'eau, je m'excuse beaucoup, oui. Il manque de l'eau, le président de la République, Atali Kambo, il manque d'électricité. On oublie que dans telle ou telle entreprise, dans tel ou tel ministère, il y a telle ou telle personne qui est sortie de telle ou telle obédience politique et qui a la responsabilité de faire son travail. Mais c'est Norbert Yamba, faisons la part des choses. Nous savons pertinemment bien que le chef de l'État est irresponsable devant le Parlement. Mais lors de la présentation du bilan pour être également réélu en 2023, qui va présenter le bilan pour se défendre envie de chercher également qu'on puisse lui élire encore une fois. Il y a des compétences dévolues au gouvernement de la République. Il y a des compétences dévolues au président de la République en tant que garant des institutions. Et c'est ça le jeu qu'il est en train de jouer. Oui. Pour dire qu'il y a corruption, pour dire que la justice n'existe pas, etc. Eh bien, il faut ramener les gens vers cette direction. Lorsqu'il dit que le système économique lui-même ne fonctionne pas bien, il faut un nouveau paradigme pour que nous puissions avoir une économie qui s'autonomise, qui crée des richesses, qui crée des emplois et qui permettent véritablement de redorer le blason. Ça, c'est le président de la République. Oui. Mais maintenant, si la population est en train de mûrir, parce que ça fait, depuis 90, aujourd'hui, ça va faire 30 ans. Et donc, notre peuple est en train de mûrir. Lorsqu'on vous dit que voilà, le président a pris telle décision et cette décision doit être appliquée par tel ministre et que le ministre ne voudrait pas l'appliquer simplement parce qu'il estime que le président n'est pas du FCC, oubliant qu'on est dans une coalition et la coalition constitue une équipe de football et qu'il n'y a qu'un seul entraîneur. Mais le peuple comprend que si le président n'est pas arrivé à réaliser telle ou telle performance, simplement parce qu'il y a blocage autour de telle ou telle question. Vous avez vu, à un moment donné, lorsqu'il s'agissait, n'est-ce pas, de lois qui ont été déposées par des députés à l'Assemblée nationale. Oui. Et vous avez vu la position du vice-premier ministre, n'est-ce pas, de la justice, qui dépendrait directement du Premier ministre, qui est le Premier ministre dépend du président de la République, et que le président de la République est le président du Conseil des ministres, et lui dit non, je n'ai pas eu peur, je pouvais bien faire ça, mais j'ai reçu les injonctions de Yémei. Tu vois, donc lorsqu'on est dans cette situation-là, où les gens ne comprennent pas que nous endossons tous les responsabilités, et que nous avons un seul entraîneur, un seul catalyseur, qui est le président de la République, à ce moment-là, on est en train de jouer un jeu très malsain qui ne va pas véritablement dédouaner le FCC, qui est connu est connu depuis des années. Et tout le monde connaît ses gestes, tout le monde connaît ses attitudes, ses comportements, etc. Et donc, ce n'est pas aujourd'hui que le FCC va pouvoir tromper la population pour dire que bon, c'est quelqu'un qui endosse la responsabilité. Ça, c'est un problème réel. Mais M. Norbert Yamba, lorsqu'un ministre des tutelles, tel que le ministre de la Justice, M. Tundaya Kassenda, fait des déclarations telles que Yémei Abengaki, vous ne voyez pas que cela est une manière, je dirais, du FCC de déconsidérer les chefs de l'État en prêtant également ces mots, c'est un postiche. Non, vous savez, moi je ne saurais pas me lancer dans l'analyse ou l'appréciation de la maturité ou du sens de responsabilité de l'élite politique, surtout ceux qui ont eu la chance d'accéder à des grandes responsabilités de la République. Mais je note simplement que le pays est en difficulté, quoi. Parce que imaginez-vous quelqu'un qui a le grade
j'allais dire, la responsabilité de vice-premier ministre, Oui. qui pense dans une coalition qu'il écouterait mieux celui qui est à l'externe que celui Bon, qui... l'autorité morale. L'autorité morale que Oui. le président de la République. À ce moment-là, il n'a ni foi, ni conviction autour de l'espérance de notre peuple. Et donc, on est entré dans le jeu des intérêts et des intérêts du groupe. Ça veut dire en fait qu'on entre dans le jeu où on ne travaille pas pour la population, mais on travaille pour les intérêts de l'individu. Tu vois? Et là, c'est gravissime. Et c'est là justement que nous disons que il n'y a pas un peuple à travers le monde aujourd'hui, surtout en Afrique, qui souffre comme le peuple congolais. Vous avez suivi Kabeya, il y a des étudiants noirs du Brésil, de l'université au campus, dans une université brésilienne, Oui. et qui ont fait des revendications, naturellement, pour que leur situation s'améliore. Et vous avez suivi le président brésilien Bolsonaro, lorsqu'il dit, écoutez messieurs, arrêtez avec vos revendications. Si vous voulez rentrer en Afrique, où vous êtes venus, et ça sera du bien que vous allez jusqu'en RDC. Et donc, la RDC est censée être considérée comme un non-État à cause de bêtises, à cause de l'immaturité indescriptible de la classe politique. Considérés comme des sous-hommes. Des sous-hommes, bien entendu. Oui. Raison pour laquelle vous savez qu'en Afrique, il y a 5 régions. Vous avez le nord, il y a une locomotive, l'Égypte. Le sud, la locomotive, c'est l'Afrique du Sud. L'est, la locomotive, c'est l'Éthiopie. Ouest, c'est le Nigeria. Au centre, c'est la RDC. Il n'y a que de toutes ces locomotives, le seul pays locomotive qui a moins de 60 milliards de dollars, c'est la RDC en termes de produit intérieur brut. Et le seul pays locomotive qui est à genoux, c'est la RDC. Je crois que cela pouvait nous donner une certaine motivation. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Les Ivoiriens se fâchent dans leur guerre entre les Burkinabés. Mais c'est normal. Non, mais excusez. Oui. Et dans leur guerre Burkinabé, Ivoiriens, etc. Et certains disent, mais allez au Congo, vous pouvez faire n'importe quoi, vous pouvez facilement prendre le pouvoir parce que là, il n'y a pas des hommes qui ont des âmes et ils n'ont pas d'ADN de responsabilité. Où est l'honneur, où est la dignité dans ces situations? Alors, il n'y a pas de dignité, mais c'est comme ça que nous avons voulu l'alternance. Et l'alternance est aujourd'hui pilotée par quelqu'un qui a mûri, qui a fait autant d'années à l'opposition et il y a un projet, qui a une offre politique à laquelle il est en train de se battre pour la rendre opérationnelle. Malheureusement, contre toute attente, malgré cette légitimité qui est reconnue à l'opposition que nous représentons, curieusement, et donc on voit ceux qui étaient au pouvoir et qui, à un moment donné, ont créé beaucoup de grincements des dents dans notre pays, j'allais dire le FCC, etc. Il se révèle qu'ils soient nombreux aux assemblées, au niveau du Parlement, au niveau des provinces, et à différents échelons. Tout ça, c'est pour avoir la même sur la gestion du pays. Et tout ça bloque, oui. n'est-ce pas, la marge de manœuvre du président de la République, qui est visiblement doté d'une conviction, d'une vocation de pouvoir transformer la République. Raison pour laquelle le président n'a pas tardé de tendre la main au FCC pour qu'on soit ensemble dans une coalition, s'imaginant que la coalition est considérée comme une équipe nationale. Et dans cette équipe nationale, les équipes de provenance n'ont rien à agir. Plus personne n'a plus la couleur de son équipe de provenance, mais tout le monde porte la couleur de l'équipe nationale. Et ensemble, nous nous battons contre une guerre. Et la guerre dans notre pays, c'est la pauvreté. Malheureusement, les joueurs qui viennent ont les yeux ouverts, les oreilles ouvertes en direction de leurs entraîneurs de provenance, au point que les entraîneurs de leur provenance, qui eux aussi n'ont pas les cœurs dans l'ouvrage, posent des problèmes, embrigadent leurs joueurs dans une logique où on ne peut pas écouter l'entraîneur national. Et ça pose problème. Mais c'est comme ça que vous voyez l'entraîneur et avoir la capacité de gérer ses émotions, ce qu'on appelle généralement l'intelligence émotionnelle, pour ne pas être préoccupé, n'est-ce pas, de toutes ces humiliations,
toutes ces injustices, toutes ces marques de comportements inacceptables, etc., pour que ensemble, avec le temps bien entendu, que les gens se convertissent, se tranquillisent, se montrent ouverts par rapport à l'avenir de notre peuple. Et ça, c'est le combat du président de la République actuelle. Norbert Yamba, marche de protestation par-ci, marche de soutien par-là. Le ciel politique congolais est aujourd'hui en ébullition. Ça chemine-t-on vers de nouvelles consultations politiques? Non. La démocratie, c'est une gestion de contradictions. Il faut un droit au désaccord. Et ce désaccord se manifeste à travers de marches, à travers de contacts, vous n'avez pas tort, le dialogue, le rapport, les sit-ins, les déclarations politiques, etc. Et donc, marcher, ça fait partie des recettes d'une démocratie. Oui. Et donc, on ne va pas dire que parce qu'on a marché et que, naturellement, il faut aller vers un dialogue qui va départager les gens ou qui va assurer la remise en question de l'arrangement institutionnel. Ce que je sais, c'est que les gens ont marché. Il faut se poser la question sur la pertinence de la marche. Il me semble que la marche a eu lieu simplement parce que il y a eu deux lois qui ont été proposées à l'Assemblée nationale, lesquelles lois ont eu la rapidité au niveau de la vitesse de traitement de ces dossiers, à la différence de la situation antérieure. Mais également la désignation de Rossard Malonda. Et puis, bon, dans un deuxième temps, c'est Rossard Malonda qui a été en 2006 et qui a continué jusqu'à aujourd'hui. Et qui, malheureusement, pour lui, semble-t-il, dispose d'une expertise, encore que la question congolaise, ce n'est pas une question d'expertise, c'est une question de sens de responsabilité, donc qui n'a du reste pas été bien jouée en 2006, en 2011 et en 2019, et Rossard Malonda partage cette responsabilité irresponsable, n'est-ce pas, qui a été rendue opérationnelle par un certain nombre de compatriotes qui ont bien joué sur la sauvegarde des intérêts des individus ou d'un groupe d'individus, etc. Et c'est comme ça que tout le monde jure avec cette alternance qui a eu lieu et que nous avons un nouveau président de la République qui a la présomption d'être sincère et responsable, il va falloir que la CENI joue véritablement son rôle. Et le vrai rôle de la CENI aujourd'hui, c'est d'avoir des hommes et des femmes qui soient capables de pouvoir organiser les élections démocratiques, transparentes, vous voyez, de manière que quiconque qui postule et qui a échoué, échoue, et qui gagne, gagne. Mais malheureusement, Malonda a été entraîné dans un réseau des hommes et des femmes qui y ont mis l'expertise dans la perspective de pouvoir dribbler la majorité de notre peuple. Au point où, partout où vous allez, on va vous dire nous n'avons plus confiance de pouvoir voter, etc. Simplement parce que les personnes qui sont votées ne sont pas véritablement les personnes qui sont proclamées. Moi-même, j'ai été surtout à ce qui concerne les élections législatives et provinciales. J'ai été candidat député. J'ai vu qu'au moment où on n'avait même pas encore terminé ce qu'on appelle la compilation. Et puis bon, voilà, donc, on fait des listes et fait un dessin où on nomme des personnes. Et ça, ce n'est pas correct. Électoral. Alors, voilà comment je propose. Je dis ceci. Oui. Lorsque je vois l'exemple de la Corée, non, j'allais dire de la Guinée-Conakry. À une certaine époque, vous savez, il y a eu trop de querelles en Guinée-Conakry. Il y a eu Alpha Condé avec l'ancien groupe, c'est pas, des gens qui ont travaillé avec Conté, avec Camara, etc. Et alors maintenant, pour se mettre d'accord par rapport aux élections,
pour que celui qui est désigné président ne soit pas naturellement ici d'un groupe de personnes. Et donc, on a dit, mettons-nous d'accord dans une philosophie pratique politique, comment sauver la République, de choisir quelqu'un d'autre qui viendrait même d'un autre pays, mais qui a l'expertise, qui a le profil, qui a l'intégrité et qui est capable de pouvoir faire un travail sans beaucoup de problèmes. Raison pour laquelle ils sont allés chercher le général à la retraite au Mali, et c'est lui qui est venu organiser les élections en Guinée-Conakry. Voilà, et les choses se sont terminées de cette manière-là. J'ai vu la même situation en Côte d'Ivoire, même si ça a dégénéré en définitive. Le président Laurent Gbagbo, qui était président de la République, qui pouvait bien s'imposer pour prendre la direction de la CENI comme on voit beaucoup d'autres pays présidents africains en train de se battre pour avoir le contrôle de la CENI, non pas pour que la CENI travaille comme il se doit, mais pour que véritablement les leurs soient nommés, désignés de manière malhonnête, etc. Mais qu'a fait le président Gbagbo? Il a fait une sorte de répartition des rôles et une sorte de système de surveillance mutuelle. Il dit, ok, faisons ceci pour nous assurer mutuellement que la CENI soit dirigée par un proche de l'opposition et que la Cour constitutionnelle soit dirigée par quelqu'un, n'est-ce pas, du pouvoir. À ce moment-là, on va contrebalancer et chacun devra faire véritablement son travail. Et c'est ce qui a été fait. Malheureusement, il faut compter avec les africanophages. L'Occident a joué son jeu au point où de tout balancer, pousser celui qui était à la CENI de donner des résultats qui n'étaient pas concordants avec la réalité et jusqu'à amener véritablement aujourd'hui le président Gbagbo à la CPI. Et pourtant, l'organe qui aurait pu valider les élections proclamées par la CENI, qui était géré par les proches de Laurent Gbagbo, avait reconnu qu'il y avait des fraudes et que tout calcul fait, c'est Laurent Gbagbo qui passait président de la République. Vous voyez, donc, c'est vrai que l'Afrique a beaucoup de problèmes et raison pour laquelle j'ai toujours milité à ce qu'on puisse véritablement inventer notre propre démocratie, parce que la démocratie occidentale nous pousse à des querelles, à des conflits récurrents et ça ne nous amène pas à avancer. Et pourtant, nous avons des grands défis au point où toute l'Afrique attend de nous. Parce que tous les autres sont debout, sauf que nous sommes à genoux et nous continuons véritablement à nous amuser comme des petits-enfants dans une piscine. Mais c'est Norbert Yamayamba, certes, les revendications de ces derniers jours sont nobles. Elles ont fait notamment à la dernière manifestation contre la désignation de Ronsard Malonda à la tête de la CENI depuis les deux propositions de loi initiées par Sakata et Oben Minakou. Poussons un peu plus longue notre faculté de réflexion et d'observation. N'y a-t-il pas aujourd'hui d'autres revendications qui mériteraient également une attente singulière? Entre autres, aujourd'hui, il y a la dépréciation de la monnaie nationale face aux devises. Tenez, aujourd'hui, 10 $ s'échangent à 20 000 francs. Vous ne voyez pas que cet état des choses nous dire pas des perspectives intéressantes quant à la bonne marche du pays? Non, mais écoutez, vous voulez des perspectives intéressantes au moment où vous êtes conscient que nous sommes dans un moment très spécial de pandémie qui assiège et qui a poussé triplement de pouvoir mettre en place un état d'urgence où tout est paralysé, cher ami. Mais c'est le panier de la ménagère qui subit les effets dévastateurs de cette inflation. Vous ne voyez pas que c'est la population qui en souffre? Alors, quittons le débat des quartiers, allons vers un débat réfléchi. Vous savez que la valeur monétaire est en fonction de la production. Aujourd'hui, la production s'est arrêtée. Oui. Et alors maintenant, tout le monde, comme la production s'est arrêtée, alors il y a plusieurs demandeurs, l'offre est réduite, et très concrètement, le prix augmente. Et quand le prix augmente, entre-temps, ceux qui ont le dollar, ceux qui ont le franc ont tendance à chercher le dollar pour se stabiliser, etc. Et donc, vous ne pouvez qu'avoir cette situation qui n'est pas très significative. Parce que hier,
nous étions à 1 million à 18, aujourd'hui on est à 20, etc. Mais quand même, on a essayé de faire pour stabiliser les choses. Dès que le déconfinement va se rendre opérationnel, dès qu'il y aura reprise des activités économiques, etc., et puis voilà, donc les choses vont être remontées. Donc c'est une question secondaire qui est liée. C'est comme ça qu'aux États-Unis, la situation n'est pas prospère. Vous savez, la situation américaine devrait être sur le plan économique, avec tout ce qui est arrivé, autant de morts, paralysie économique, etc. Voilà, donc un peu presque partout, y compris en Europe. Même la Chine aujourd'hui, qui est censée être vraiment le leader sur le plan économique, mais la situation a été basculée. Alors les gens réfléchissent dans la perspective de pouvoir mettre en place des mécanismes pour rebondir. Mais nous sommes en train de vouloir faire endosser la responsabilité de cette situation à Félix Tshisekedi. Mais c'est lui le président de la République. Bien entendu, mais alors maintenant, il faut avoir la lucidité. Lui, le président de la République, il fait quoi? Même Jésus-Christ, quand il était ici, il avait le paradis. Et il connaissait que, bon, tout le monde pouvait aller au paradis. Mais il ne nous a pas menés au paradis. Il a dit que voilà le chemin, quiconque qui suit ce chemin arrive au paradis. Mais arrêtez, il faut un minimum de sacrifices pour arriver au paradis, quoi. Vous ne voulez pas le sacrifice, vous voulez sauter. A-t-on vu un peuple aussi, j'allais dire, qui ne prend pas beaucoup de temps à la concentration et à la réflexion concordante? J'ai entendu même des hommes politiques dire, moi, le pain a augmenté. Oui, le pain a augmenté. Mais il faut dire pourquoi le pain a augmenté. Vous voyez, ils sont restés pendant longtemps comme ça dans la direction, dans la gestion des affaires publiques, etc. Ils ont tout détruit, les tissus économiques, etc. Et qu'aujourd'hui, on est dans la répercussion de ce qui représente cette destruction. On dit non, voilà, on leur a donné le pouvoir et bon, ils ne font rien. Entre-temps, c'est eux qui sont au pouvoir, en majorité. Et qui sont au pouvoir. Voilà, donc tout ça montre que les gens n'ont pas de bonne foi, n'ont pas la volonté, n'ont pas les cœurs dans l'ouvrage. Et tout le monde travaille pour lutter afin de récupérer les intérêts individualistes. Je comprends, parce que quand vous êtes même à la Gombe, vous êtes un peu presque partout, et même dans certains pays, etc., vous allez trouver que beaucoup se sont construits des maisons master-dot. Ils ont des richesses inestimables et donc la politique devient le tissu pour se créer des richesses, etc. Et quiconque qui voudrait ne serait-ce que poser la question par rapport à ça est perçu véritablement comme quelqu'un qu'il faut abattre, etc. Et voilà où on en est. Mais moi je pense que avec les niveaux de persuasion du président de la République, avec l'État, je pense que bon, les gens finiront par comprendre les choses. Ce que je regrette, c'est que même nos compatriotes qui sont dans l'opposition, notamment la Mouka et compagnie, etc., lorsqu'ils prennent la parole, vous sentez vraiment que les gens ont envie de tirer sur les individus, mais pas sur le système. Et on connaît très bien la situation que nous sommes en train véritablement de passer. C'est une situation très difficile. Kabeya, vous savez que si vous faites l'analyse coût-bénéfice et risque de toutes ces marches ici, comparer un peu, faites une analyse comparative entre faire une marche qui aboutit naturellement aux morts d'hommes et ne rien faire la marche, et vous allez comparer quel est le scénario qui véritablement peut drainer les investisseurs au pays et quel est le scénario qui peut pouvoir pousser les investisseurs. Mais c'est Norbert Yamba. Pour la Mouka aujourd'hui, leur victoire a été volée par Félix Tshisekedi. Pensez-vous aujourd'hui que la Mouka peut émettre dans une même longueur d'onde avec le pouvoir en place? C'est un débat dépassé, mon ami. C'est un débat des bas étages. Ça sont déclarations de quartier. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. La Mouka est allée jusqu'à la Cour suprême, à la Cour constitutionnelle. Il a été démontré qu'il n'avait pas des éléments plausibles. Mais jusqu'à quand on va continuer à diffamer les gens? Qu'on prépare l'avenir. Qu'on prépare. Pourquoi l'IDPS, donc, qui est accusé, etc., s'est levé contre les lois de Minakou et de Sakata? Si effectivement l'IDPS a été bénéficiaire. Mais ce n'est qu'après que, bon, on voulait y faire l'imitation.
pour faire ce que l'IDPS a fait, parce qu'on leur a dit, mais écoutez, demain vous allez réclamer qu'il y ait des élections transparentes, vous nous faites faire quelque chose aujourd'hui. Voilà, ils se sont réveillés. C'est qu'il y a des gens qui ont internalisé le réflexe de la résistance, mais il y a des gens qui prennent le train en cours de route et qui visiblement sont accommodés par rapport à la bourgeoisie, etc. Ils croient que bon, le pouvoir c'est l'argent, etc. Donc on n'est pas dans ce schéma-là. Il faut que ça se termine, cette histoire en fait. Et il faut que maintenant, plus que jamais, les gens de la Mouka, qui sont en train véritablement d'observer ce qui se passe avec le gouvernement, nous disent très concrètement quelle est leur offre politique aujourd'hui, quel est leur horizon politique en 2050, 2100, qui nous disent très clairement dans les secteurs par exemple de la sécurité. Ils feront quoi? On n'attend rien. Et même quand on a fait les élections, personne n'a expliqué toutes ces questions-là. Donc on est en train véritablement de suivre les gens en fonction du fait que pour telle est de telle province, telle est de telle autre province, etc. Et que les provinces sont réparties entre les politiques. Et donc, telle province devra soutenir telle parce qu'il est tel de telle province. Mais personne n'est dit qu'est-ce qu'il doit faire sur le plan des transports, sur le plan d'environnement, sur le plan d'alimentation, sur le plan des logements, sur le plan de l'électricité, sur le plan de l'eau. On n'entend pas véritablement des politiciens se prononcer sur ces questions qui intéressent notre peuple. On attend simplement des déclarations juste pour critiquer, mais il n'y a pas d'alternative. Il faut arrêter avec les pseudo-chercheurs politisés. Il faut sortir de cet écosystème politique qui frise une sorte d'adolescence retardée. Nous voulons que nous ayons des hommes politiques qui donnent l'espérance. Nous ne voulons plus des hommes politiques qui parlent à longueur de journée pour ne rien dire et qui appellent des gens en fonction des relations sociologiques et régionales, tribalo-régionalistes. On ne veut pas ça. Nous voulons que les gens nous disent oui, Félix ça n'a pas été. Voilà ce que j'attends faire. En ayant une année, voilà nous faisons. En ayant deuxième année, voilà nous faisons. En ayant 5 ans, voilà les résultats que nous allons entendre. Mais il n'y a pas ça. Et en maintenant simplement, je vous aime. Je suis avec vous les Congolais. Et oui, ça s'arrête là. Et vous croyez que c'est ça le projet? Mais c'est Norbert Yamba. Parlons un peu de cette démission controversée du président de la Cour constitutionnelle où le FCC pousse aujourd'hui ce président honoraire de la Cour constitutionnelle de revenir sur sa décision. Et de l'autre côté, il y a le directeur du cabinet du chef de l'État qui a pris acte. Faudra-t-il admettre aujourd'hui, la page est tournée bien sûr. Mais vous ne voyez pas que cette démission ouvre la brèche à une nouvelle crise qui, si elle n'est pas bien gérée, risque de conduire, je dirais, à une escalade verbale entre le leader de la coalition au pouvoir. Mais, cher Kabila, sincèrement, mon ami, ça fait longtemps que vous travaillez ici quand même. Quelqu'un démissionne de lui-même. Mais la crise vient où? Kabila, s'il vous plaît, vraiment. Kabila, nous ne pouvons pas servir notre peuple d'accroître sa capacité de lucidité. Le président de la Cour constitutionnelle, il a été choisi par le FCC. Il semble qu'il est malade. Il démissionne. La crise entre les différents protagonistes, ça va venir d'où? Ça va venir d'où? Mais c'est au FCC de se poser la question. Bon, si c'est une question de santé, tant mieux. Et nous ne pouvons que prendre acte. Et le directeur du cabinet du président a pris acte parce qu'il y a une démission, je m'excuse, qui a été déposée en bonne et due forme. On fait quoi à la place? Alors, si c'est le président de la République qui l'a sommé de pouvoir démissionner, on pouvait bien comprendre. Il ne s'agit pas de cette approche. C'est lui-même. Tout le monde est surpris. J'ai entendu quelqu'un du FCC. Nous sommes surpris. Voilà. Il faut se poser la question. Pourquoi quelqu'un qui est dans l'apogée de ses responsabilités, qui occupe une fonction noble, stratégique, etc., démissionne? Et celui qui l'a placé là-bas regrette. Mais il faut faire une évaluation. Il faut faire une évaluation pour se dire, mais pourquoi il démissionne? Et les démissions risquent de se succéder. Simplement parce que peut-être il y a un entêtement par rapport à un certain nombre de choses. Peut-être qu'on pousse les gens à poser des actes parfois incontrôlés, etc. Tout cela faisant commun doit pousser la réflexion, doit pousser à ce que les gens évaluent leur manière de faire les choses et tirent des conclusions concluantes pour permettre au pays de respirer. Parce qu'on a comme l'impression que tous se renferment, tout se bloque, le pays n'est plus oxygéné,
On dirait tout le monde est ligaturé, ligoté. On dirait tout le monde est incarcéré. Plus personne n'a une marge de manœuvre. Il y en a qui commencent à laisser même leur poste stratégique pour chercher la liberté, etc. C'est de tout ça qui peut faire l'objet d'une évaluation. Et j'aime bien les gens du FCC parce qu'ils se réunissent régulièrement, etc. Mais qu'ils mettent à l'ordre du jour. Pourquoi Luamba démissionne au moment où nous lui avons donné la responsabilité, la plus grande responsabilité qui puisse exister? Parce qu'en réalité, lui, il est dans une cour qui peut proclamer le chef de l'État. Il est même au-dessus, parce que le chef de l'État prête son serment devant le juge de la cour. Oui, donc tout ça, ce sont des questions. Et lorsqu'on veut le pays... Peut-être qu'il y avait un complot ourdi de toutes pièces au niveau de la Cour constitutionnelle contre peut-être le président de la République, M. Norbert Yambert. Mais écoutez, lorsqu'on va dans des préjugés, dans des présomptions, etc., ce que nous savons, et pour moi en tant qu'analyste, c'est le président a démissionné. Pourquoi ce départ va causer pas mal de problèmes? C'est ça la question. Mais alors, vous voulez là que moi je puisse commencer à parler au nom de FCC? J'ai entendu seulement un porte-parole, un secrétaire permanent adjoint, qui regrettait du départ de Luamba qui a... Mais apparemment, c'est comme si la culture de la démission n'est pas la bienvenue dans les chefs des Congolais. C'est pourquoi je vous ai dit que nous sommes en train de passer d'un système à un autre. Il y a des douleurs d'enfantement. Nous allons nous acclimater. Ça va s'écrister sur le plan institutionnel. Et petit à petit, les gens vont démissionner et ça va plus devenir un problème. Parce que nous, par le passé, on n'a pas assisté à des histoires de démission, à des histoires où quelqu'un peut être gêné de tel ou tel fait, mais il démissionne de lui-même pour donner libre cours à l'institution de fonctionner, etc. Ça, ce n'est pas les habitudes du système. Nous avons passé 32 ans de dictature perfectionnée. Nous venons de passer 22 ans il n'y a pas une différence significative et nous sommes en train d'opter vers une nouvelle option, j'allais dire un nouveau système. Et bien bon, voilà. Donc, petit à petit, il y a les magistrats qui s'affirment, il y a des démissions qui viennent en série, etc. C'est déjà quelque chose. Il faut capitaliser tout cela et ça nous fait avancer. Au lieu de rester réfléchir comme des bébés sous biberon. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi cela? Pourquoi cela? Non, non. Tirons des conclusions, tirons des leçons et permettons que le pays puisse avancer. C'est de cette manière-là que nous allons laisser des traces. Cette page tournée, je dirais de manière expéditive, l'attention aujourd'hui peut-être focalisée sur l'après-état d'urgence sanitaire, maintenant que les Congolais est appelé à vivre avec la maladie, de prendre des précautions pour éviter la propagation de cette maladie. Comment voyez-vous cet état des choses? C'est d'ailleurs votre mot de la fin. Qu'est-ce que je vois cet état des choses? Le sida est opérationnel. Mais on nous a parlé de prendre des condoms. Nous vivons avec le sida ici. Il y a l'abstinence, il y a les condoms. Mais bon, ce sont des mesures de précaution. Ebola, la même chose. Coronavirus, au moins là, nous venons d'expérimenter autant de mois, depuis le mois de mars, des mesures de distanciation, un certain nombre de mesures qui ont été prises, etc. Ben, nous allons vivre avec pour ne pas asphyxier les activités économiques. Voilà. Donc, il faudrait que les gens reconnaissent naturellement que cette maladie existe, mais parce que nous n'allons pas disparaître, nous voulons reprendre les activités, mais nous avons intérêt à suivre les différentes mesures qui permettent à ce que le pays respire. Ça, on en a besoin, mais alors maintenant, avec l'arrêt de l'état d'urgence, il y aura, c'est sûr, il y aura cela. Il faut arrêter toutes ces conneries. Mais c'est Norbert Yambemba, sans l'état d'urgence sanitaire, vous ne voyez pas qu'il appartient aujourd'hui à l'Assemblée nationale de légiférer des mesures barrières pour éviter cette propagation. Mais l'Assemblée, il est reconnu qu'il y a opportunité par rapport à ça. Si cette loi peut aider les Congolais, pourquoi pas? Mais croyez-moi, toute loi n'est promulguée par le président de la République. Raison pour laquelle, à différents niveaux, il y a interaction, quoi. On échange, on voit la pertinence et l'opportunité, et puis bon, on met en place une loi.
Ce n'est pas parce que c'est l'Assemblée qui a fait ça, eh bien, il faut que cette loi fasse l'objet également des analyses, des critiques, des apports de la société civile, etc. Dans les différents secteurs, qu'on voit si cela est en concordance avec les intérêts du peuple. Là n'est pas le problème. C'est ça la vie quotidienne de la société, etc. Et puis bon, voilà. Mais bon, quand les choses peuvent s'aggraver et qu'il y a nécessité que le président de la République puisse signer un état d'urgence, la même procédure sera suivie. Et puis bon, il y aura une décision de circonstance, pourquoi pas. Mais en attendant, écoutez, faisons avec. Entre-temps, continuons avec nos activités économiques. Vous avez dit ici, tout a augmenté, tout a ceci. Vous avez oublié que tout est paralysé. Oui, donc vous ne comptabilisez pas toutes ces évolutions, tous ces faits de société, n'est-ce pas, dans l'analyse qui est la vôtre. Voilà, donc moi je pense que ce que fait le président de la République, il est très attentif par rapport aux contributions des uns des autres. La société se gère de manière collective, c'est la somme d'intelligence qui pousse véritablement des décisions performantes. Et donc, nous pensons qu'on est des bons côtés, et on va faire en sorte que les choses se fassent avec plus d'efficacité, d'efficience et d'intelligence. Monsieur Norbert Yama, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Votre mot pour conclure? Non, je voudrais simplement saluer tous les compatriotes, notamment les acteurs politiques du FCC, du CAJ. On s'est mis d'accord, pas pour faire le jeu du théâtre, on s'est mis d'accord d'être ensemble parce que nous savons que nous avons un défi commun. Notre peuple est dans la pauvreté la plus abjecte et il n'y a que des décisions stratégiques qui peuvent permettre à ce qu'on puisse booster la République. Et si chacun joue en solo, cela n'arrivera pas. Deuxième chose, 2023 nous attend, que ce soit le FCC, que ce soit CAJ, nous sommes au pouvoir et même notre peuple connaît qui a tel ou tel pouvoir qui n'en a pas. Et nous avons intérêt à ressouder les coudes pour qu'en 2023 nous puissions présenter un bilan partagé et c'est là qui va véritablement nous honorer. Je voudrais également dire à mes frères de l'opposition, notamment à la Mouka, et compagnie, etc., que nous n'avons que le Congo comme plantation, comme église, comme village. Travailler dur. Il ne faut que pas ce moment ici soit un moment de distraction, de chansons, de danse, etc. Mais que vous ayez un projet, une offre politique et commencez à nous dire ça aujourd'hui. N'attendez pas le jour de l'élection pour nous dire ce que vous allez changer le pays. Sous base de déclarations non justifiées, appelez la presse, organisez des conférences. Dites-nous très concrètement, dans les différents secteurs de la vie nationale, qu'est-ce que vous proposez qui soit différent de ce que font les autres. Et en ayant le délai, donc, on va vous écouter et vous allez séduire tous les Congolais, mais que de passer à tout moment pour montrer avec des phraséologies qui n'ont pas de contenu, et puis bon, des élites intellectuelles qui sont essentiellement des perroquins. Et donc, on ne va pas s'en sortir si on est dans cette logique de récitation et de répétition. Et nous connaissons qu'il y a des hommes et des femmes de grandes compétences dans tout. Les différentes composantes, mettons notre intelligence au service de notre peuple et c'est comme ça que l'histoire et les générations futures nous respecteront. Eh bien, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission Synopsis et puis les propos de M. Norbert Yamayama nous aident à effleurer les problèmes du Congo et à nous déterminer pour des changements profonds et constructifs. On se retrouve le vendredi prochain avec un autre invité, mais d'ici là, portez-vous bien. Et bonne suite du programme sur Canal Congo Télévision.